Dans la région la plus proche du ciel sur cette terre, les prières de nos ancêtres se reproduisent encore au fil du temps. La neige fond en gouttes d'eau et, brisant son mutisme millénaire, forme les ébauches primaires de la vie à sa manière. Le réseau de cours d'eau, tel le système sanguin chez l'être humain, réveille toute la nature. Le plus grand fleuve en Asie traverse ainsi le temps et l'espace. Descendant des 3 terrasses du territoire chinois, il se précipite impétueusement vers l'est. La tempête de neige a soufflé toute la nuit. Jusqu'au petit matin, la famille Bocailleux parvient enfin à rassembler le troupeau de yaks qui s'était dispersé. La température en cette matinée, sous la neige et le vent, est descendue jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Le sommet principal enneigé, que la Dandong, point culminant des monts Trangula, est situé à moins de 3 km d'ici. C'est une région désertique. La famille Bocailleux est la seule à vivre ici. Le père Bocailleux a 59 ans. Il vit avec ses 2 fils et une fille. Il quitte rarement la région. Le bourg le plus près d'ici est à 15 jours de marche. Après la tempête de neige, le sommet Kela Dandong, situé à 6600 mètres d'altitude, apparaît vaguement au loin. Paître les animaux est le train-train quotidien de ces 3 hommes. Une centaine de yaks et 200 de moutons, voilà tout le patrimoine de la famille. Dans cette zone désertique froide et à faible taux d'oxygène située en haute altitude, la santé de leurs animaux est le principal souci. La fille Padma s'occupe des tâches ménagères. Le lait fraîchement collecté est chauffé puis longuement battu dans un seau en bois. La graisse qui se sépare du sérum est appelée beurre. Le thé cuit au beurre est la boisson la plus importante dans la vie des Tibétains. Le thé colporté de loin par des revendeurs fournit des oligo-éléments complémentaires que les Tibétains ne trouvent pas dans leur nourriture habituelle en haut plateau, ce qui leur permet de survivre depuis des générations et des générations dans cet environnement à faible taux d'oxygène.
Le yak est primordial dans la vie des Tibétains. Il constitue le principal apport de nourriture, de combustible et sert de moyen de transport. Il est d'une nécessité vitale dans cette région très froide. Jadis, les ancêtres des Tibétains considéraient le yak sauvage comme un animal sacré. Chaque année, les gens faisaient saillir leur yak domestique par les yaks sauvages. Cette tradition permettait aux Tibétains de préserver leur concept sur la sainteté de cet animal. Le chien berger qu'élèvent les Tibétains est le plus costaud du genre dans le monde. Cette race de chien, du nom de Dog du Tibet, Dogki, est d'une grande résistance au froid. Il est capable de lutter contre tout animal féroce sur le haut plateau. La pratique du culte est le principal élément de la vie spirituelle des Tibétains. Des paroles de sutras et de prières religieuses apparaissent très souvent sur la tête des yaks et les drapeaux de prière. Malgré la stérilité naturelle de cette région sous nos yeux, la maison de Bogayu porte souvent des drapeaux de prière qui flottent au vent. Le culte des Tibétains est le bouddhisme tibétain, qui a été introduit par la princesse Wen Chang sous la dynastie des Tang au 7e siècle. Il y a une vingtaine d'années, Bogayu est arrivé ici avec ses enfants, dans sa vie nomade. La richesse du pâturage d'ici les a retenus jusqu'à ce jour. La plupart du temps, c'est un milieu enneigé et le temps peut changer instantanément. À 2 pas de la maison de Bogayu, c'est que la Bandung enneigée, entourée d'une 70aine de glaciers modernes. Sous le soleil, la neige fond au goutte à goutte, formant ainsi d'innombrables écoulements qui serpentent le long d'un corps enneigé pour s'assembler en des centaines de ruisseaux et rejoindre finalement ce gigantesque lac de glace. Les montagnes recouvertes de glace, qui ont été formées ici si longtemps, se présentent sous les formes les plus diverses. Elles ressemblent au palais de cristal décrit dans les légendes. Les Tibétains considèrent les glaciers qui ont dû la perdre de vue comme les enfants de Golatandong. Les monts Golatandong sont composés d'une vingtaine de montagnes enneigées situées à plus de 6000 mètres d'altitude. La neige cumulée d'année en année a donné naissance à ce gigantesque groupement de glaciers et constitue une source d'eau intarissable. En 1976, les Chinois ont fait la découverte précise de la localisation des sources du Yangtze. Le grand glacier sur le versant sud des monts de Golatandong a été déterminé en tant que source de la rivière Tuo, source principale du fleuve Yangtze. Le Yangtze, long de 6380 km, prend sa source ici et est le 3e plus grand fleuve du monde. Autour de chez Bogayu, l'eau du glacier entretient d'innombrables vies. Ces créatures sont puissantes malgré leur petite taille. Au-delà de la ligne de neige, la neige ne fond pas tout au long de l'année. Là, aucune faune et aucune flore ne peuvent survivre. Le printemps est la meilleure saison de l'année pour cette lande en dessous du glacier. La première rivière engendrée par le glacier passe par la maison de Bogayu. Tous les jours, Padma vient puiser de l'eau limpide provenant du sommet de glace. La source d'eau est juste sous les yeux des membres de cette famille. Néanmoins, ces derniers considèrent ce lieu-là comme un lieu mystérieux.
et l'horizon vers lequel le cours d'eau s'en va est aussi pour eux un monde inconnu. S'échappant du glacier, les écoulements d'eau, comme une étoile d'araignée, parcourent la terre sur le haut plateau. De haut en bas, ils s'entrecroisent et serpentent à perte de vue pour s'assembler finalement dans la rivière Tuo. Cette dernière progresse en avant, escortée par deux rivières sœurs, du côté nord et du côté sud, qui sont les rivières Dangshu et Chumar. Ces rivières forment ensemble les sources primaires du Yangtze. Cette école, la plus haute du monde, doit son nom à la rivière Tuo qui passe à côté. Aujourd'hui, les enfants tibétains peuvent apprendre le chinois et le tibétain. Et leur nouvelle vie leur permet d'étendre leur imagination au-delà de la région enneigée. Cette région, où abondent montagnes enneigées et rivières, est appelée aussi source des trois fleuves. Car en plus du Yangtze, elle alimente aussi deux autres grands fleuves du pays qui sont le fleuve Jaune et le fleuve Lancang. Cette vaste région réunit le plus grand nombre de lacs et de terrains marécageux de haut plateau dans le monde. Rosil, la rivière Chumar, source nord du Yangtze, passe par ici. Des cours d'eau saisonniers de toute taille apparaissent et disparaissent sans arrêt. Lacs et terrains marécageux sont les destinations finales de ces cours d'eau. Certains phénomènes naturels étranges se reproduisent ici à leur façon. Cette lande arrosée par l'eau de la neige est la plus grande zone inhabitée du monde après les régions du pôle Nord et du pôle Sud. Lacs, cours d'eau, prairies sont le paradis des animaux sauvages. L'antilope tibétaine, réputée pour sa rapidité et pour sa fécondité, est surnommée génie du plateau Qinghai, Tibet. Chaque année, elle ameublit la terre de ses pattes, aussi pointues que la charrue, et y laisse des crottes qui fertilisent régulièrement la prairie. En mai, la neige fond. Le haut plateau entre en été passager. C'est la saison pour l'antilope tibétaine de mettre bas. Partant de Qiangtang du Tibet, d'Altung de Xinjiang ou d'autres régions lointaines, les troupeaux d'antilopes de grande taille migrent en suivant un itinéraire mystérieux mais fixe. Leur destination est ici, au bord du grand lac, à Rosil. Avant que la jeune antilope ne sache marcher, l'antilope mère ne s'éloigne même pas un seul instant de son petit. L'antilope met bas en moins de 30 minutes. 10 minutes après, son petit parvient à se tenir debout. Ce laps de temps très court est déterminant pour la vie de la maman et de son petit.
C'est l'épreuve la plus dure dans leur vie. De nombreux petits ne peuvent suivre le troupeau en migration. Le dur climat met fin à leur voyage. Ils se débattent de toute leur force dans cette région enneigée. Ce qui les attend, ce sont le froid et la faim ainsi que des prédateurs affamés qui peuvent surgir à tout instant. Pour beaucoup de jeunes antilopes, leur vie est souvent éphémère. Dressés sur le plateau à 5000 mètres d'altitude, les monts Trangkhuala s'étendent sur plus de 150 km et forment une barrière naturelle imposante entre le Tsing Rai et le Tibet. Depuis l'Antiquité, la traversée des monts Trangkhuala est une question de vie ou de mort. Cependant, pour beaucoup de Tibétains fidèles au bouddhisme, ce lieu mène au règne des divinités. De l'autre côté de la montagne, c'est le temple Jokang, haut lieu de pèlerinage éternel. Dans cette vaste région de plateau à la source du Yangtze, d'innombrables temples, grands et petits, perdurent jusqu'à ce jour. Certains d'entre eux sont aussi anciens que le temple Jokang. Dans un village reculé au bord de la rivière Tongtian, toujours dans la région où prend sa source le Yangtze, un temple simple comme celui-ci a également une histoire de 400 ans. Les Tibétains sont de fervents pratiquants du bouddhisme tibétain. Depuis l'introduction de cette religion au 7e siècle, l'enclavement géographique favorisa leur entière consécration à la religion bouddhique. Le concept de la miséricorde dans le Dharma et l'accès pour tous les êtres vivants sans exception au paradis correspondent à ceux du peuple tibétain pour la vie dans un environnement particulier et leur donnent la sagesse de vivre en harmonie avec les autres créatures de ce monde. La religion ne signifie pas seulement la vie et la pensée des moines. Elle influence les pensées et les comportements de tout Tibétain tout au long de sa vie. Tsangchod, villageois dans le canton Labou, s'est lancé dans la gravure sur pierre marni depuis son adolescence. La pierre marni est un matériau que les Tibétains empruntent pour exprimer leur foi. Les sujets gravés sont des motifs d'animaux, de bêtes sacrées, de la nature et des personnages religieux. Les pierres marni sont généralement gravées de mantras en 6 caractères les plus adorés dans le bouddhisme tibétain. Ce mantra
est aussi l'incantation que les Tibétains récitent couramment dans la vie de tous les jours pour faire disparaître les malheurs et pour prier pour le bonheur et la chance. La fille de Tsongshot prend la succession du métier de son père. En général, le père se charge de graver les motifs sur les pierres manri et sa fille de colorer les motifs. Les coloris utilisés sont respectivement le blanc, le bleu, le jaune, le vert, le rouge et le noir. Les 5 premiers correspondent chacun à une des 5 couleurs pour les 5 espèces de créatures sur Terre selon le bouddhisme tibétain. Et le noir représente la couleur de l'espèce unie des 5 précédentes. Fermement convaincus du bienfait que Sakyamuni apporte, nombreux sont des artisans graveurs de pierre dans la religion tibétaine qui parviennent à vivre de leur savoir-faire. Pendant qu'ils sculptent ces pierres, ils implorent de façon fervente la protection de Sakyamuni. Chaque année, le père et sa fille jettent 108 pierres sculptées Marni dans la rivière à côté de leur maison. Dans la foi tibétaine, les pierres Marni dans la rivière font allusion à un pont d'or. Les Tibétains sont convaincus que leurs gestes permettent d'apporter à tous eau, yak, mouton, nourriture et bonne chance. Le mantra à 6 caractères, An, Ma, Ni, Ba, Mei et Rong, sont aussi gravés sur un rocher. Dans le culte primitif chez la peuplade tibétaine au début, la roche en montagne fut l'incantation de la divinité. Dans la région habitée par les Tibétains, sutras et mantras à 6 caractères apparaissent sur toutes les sortes de pierres et roches. Et ces dernières relient vallées et cours d'eau pour créer un monde plein de divinités. Dans le pays natal de Tsongshot, les cours d'eau, grands et petits, se jettent tous à la fin dans la rivière Tongtian. La rivière Tongtian est la section de la rivière Tuo Tuo de sa rencontre avec Tongchu jusqu'à l'embouchure Batang dans le Yulchul, province Qinghai, sur une longueur de 813 km, après avoir fusionné avec les rivières Chuma, Tangchu en passant. Sur la partie de la rivière Tongtian et en amont de cette rivière, le Yangtze serpente sur un haut plateau. À partir de l'embouchure Batang, le relief étant plus mouvementé, le Yangtze commence à galoper entre de hautes montagnes et des vallées. Cette section est la gorge du Saut du Tigre, la partie la plus dangereuse sur le fleuve Tinsha. De l'embouchure Batang jusqu'ici sur une longueur de 900 km, cette partie s'appelle le fleuve Tinsha. Le cours d'eau forme la première gorge du Yangtze en amont. Dans l'Antiquité, le fleuve Tinsha portait le nom de Li Shui, qui signifie eau pittoresque, d'où le nom Li Jiang de la cité antique, située au bord du fleuve qui signifie fleuve pittoresque. De l'endroit où le Yangtze prend sa source au plateau Qinghai Tibet jusqu'à la partie supérieure du fleuve Tinsha, toute la grande région est considérée comme la première terrasse topographique de la Chine. Les fleuves Lancang et Nujiang prennent aussi leur source au plateau Qinghai Tibet. C'est ici que les 3 fleuves forment le fabuleux spectacle des 3 fleuves en parallèle, rarement vu dans le monde. Située à l'intersection des zones géographiques d'Asie orientale, d'Asie du Sud et du plateau Qinghai Tibet, cette région est la plus riche en relief terrestre vierge de hautes montagnes. Monts enneigés, glaciers, forêts, vallées, lacs et terrains marécageux forment un canal de passage ou un lien de repos pour les espèces animales migratoires d'Eurasie.
dotée d'une dizaine de facteurs climatiques des zones subtropicales, tempérées, subglaciales et glaciales de l'hémisphère nord, cette région réunit en son sein toute une faune et flore riche de centaines d'espèces. Constituant un asile pour de nombreuses espèces d'animaux et végétaux en voie de disparition, et aussi une sorte de régulateur thermique pour la planète. De par les hautes montagnes et vallées profondes dans la région, où les trois fleuves galopent en parallèle, les fleuves Lensang et Nujiang partent vers des pays étrangers, tandis que le fleuve Tingsha, après avoir décrit un virage à côté du bord de Chegu, dans la ville de Lijiang, se dirige vers l'est. Cela devient ainsi le fameux premier virage du Yangtze. Entre les hautes montagnes enneigées de Yulong, dragon de jade et rabat, le fleuve Jingsha se ferait un chemin par une déchirure. Le précipice et le courant furieux donnent naissance à une gorge dont la chute est la plus grande au monde. En amont de cette gorge, la neige sur la montagne Yulong fond sous le soleil et alimente en eau la cité ancienne de Lijiang. Li Guoling, habitant de Lijiang, un passionné de géographie et d'histoire, se plaît bien à rentrer chez lui en empruntant à la dérive les canaux labyrinthiques. Il estime que cela lui permet d'apprendre davantage de choses sur cette cité ancienne que d'autres ignorent habituellement. La famille de Li Guoling vit ici depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, il vit du tourisme en louant sa maison ancestrale. Il mène une vie aisée et paisible. La maison de la famille Li est l'habitation typique des habitants de Lijiang. Tout est en rapport avec l'eau dans cette maison. Les membres de la famille Li, ainsi que la majorité des habitants de Lijiang, sont de la même ethnie. Ils sont appelés les hommes de Nasi. Les ancêtres de l'ethnie Nasi étaient d'excellents chasseurs en montagne enneigée, et cette caractéristique demeure dans une certaine mesure chez leurs descendants.